Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Tiens, vous faites ce métier-là. Ce titre d'un livre sur le métier de policier publié par Honoré Gévaudan, directeur central honoraire de la police judiciaire dans les années 60, résume assez bien l'interrogation mi-amusée mi-intéressée que suscite en général l'annonce de la qualité de commissaire de police. Elle recèle aussi la part de mystère et de souffre que nombre de gens lui attribuent. Quel commissaire de police, dans un dîner en ville comme on dit, ne s'est pas trouvé soudainement au centre de toutes les conversations parce que dans l'esprit des convives, il avait forcément quelques histoires épicées à raconter. Limiter les particularités de ce métier de commissaire de police à la capacité de celles et ceux qui l'exercent à raconter des faits qui, soit dit en passant, devraient rester secrets est une erreur. Car le métier de commissaire de police est tout sauf une histoire, un conte ou un récit. Albert Camus l'apprécie de manière plus positive car il place, selon lui, celui qui l'exerce au centre des choses. C'est montrer du doigt que dans tous ses aspects, ce métier vous place au plus près des gens. Exercer ce métier, c'est prendre le risque de découvrir ce que la société humaine nous réserve de plus noir et de plus choquant. Mais c'est aussi la possibilité de venir en aide à ceux qui n'ont plus personne pour les aider, ou les protéger. C'est dire aussi que ce métier est largement méconnu, et tout aussi largement fantasmé. Le public n'en voit que l'exposition médiatique des affaires criminelles les plus retentissantes. Ce n'est pas non plus la lecture des mémoires et autres confessions de quelques grands directeurs de la police judiciaire et plus récemment, du renseignement qui peuvent donner une image complète et fidèle de ce métier. En général, ces œuvres rendent compte de faits et d'affaires qui ont rapporté gloire et réussite à leurs auteurs. Mais il est rare qu'elles montrent que l'exercice du métier de commissaire de police peut aussi susciter opprobre, mépris, ennui judiciaire et au bout sanction. Les récents mouvements sociaux ajoutent à ces aspects négatifs un sentiment collectif qui interroge, la haine. Le quotidien d'un commissaire de police tel qu'il peut être vécu avec ses complexités et ses contraintes, n'est pas forcément valorisant mais il ne peut être laissé dans l'ombre. Alors quel est le motif le plus puissant pour donner envie d'exercer ce métier ? Force est de croire qu'il en existe même plusieurs. Il suffit pour s'en convaincre de constater le nombre considérable de candidats qui se présentent aux différents concours d'entrée à l'École nationale supérieure de la police, ENSP. Les voies d'accès à cette école d'application prestigieuse sont nombreuses, et pour certaines bien peu connues. Chaque année les places sont chères et très limitées. La sélectivité des concours d'entrée est terriblement efficace. Cela permet à l'administration de faire un choix sévère. Les erreurs de casting font aussi l'objet d'une traque impitoyable. Au final, les déçus sont évidemment beaucoup plus nombreux que les élus. Mais ces derniers ne sont pas au bout de leur peine car la formation initiale est dense. Elle est axée sur la pratique du métier dans tous les domaines couverts par les fonctions de commissaire de police. C'est à l'occasion de cette formation initiale que l'élève commissaire de police, issu de l'université ou de la fonction publique, va découvrir ce qu'il attend en termes de contraintes et de satisfaction. Le fait est que cette découverte est rarement négative car les démissions sont rarissimes. À vrai dire, elles sont si rares que personne ne peut en donner un chiffre. Cet ouvrage a l'ambition d'apporter quelques informations aux candidats à l'entrée à l'ENSP, afin qu'ils découvrent un métier un peu autrement qu'en lisant des romans ou en regardant un film. Mais ils ne sont pas les seules cibles visées. À dire vrai, cet ouvrage veut aussi révéler à ceux qui sont intéressés par la police les méthodes de recrutement, de formation et de gestion de ces chefs que l'on continue d'appeler familièrement les patrons. Dans cet ouvrage, les aspects de ce métier peu ou jamais abordés, tels que les embûches qui ont provoqué la perte de quelques commissaires sont signalés et décortiqués. Les périodes troubles au cours desquelles ce métier fut encore plus difficile, sont montrées dans leur réalité et leur cruauté. L'occupation et la guerre d'Algérie ont éprouvé l'institution police et mis à l'épreuve ceux qui la servaient durant ces époques. Il est étonnant d'ailleurs que la formation initiale des commissaires de police ne consacre que très peu de temps à l'étude de l'histoire de la police à travers les âges. Il y a pourtant beaucoup d'enseignements à en tirer sur tous les plans. D'autant plus que durant les temps noirs, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Jean-Marc Berlière, beaucoup de commissaires de police surtrouvaient la voie de l'éthique et de l'honneur.
Il est donc utile de connaître leur exemple. En fait, nul ne s'intéresse, ou si peu, à l'histoire de ce corps dont les origines sont méconnues, y compris de la plupart des commissaires de police. D'où vient-il? Comment s'est-il construit, enrichi et transformé? Ce quiz permet de réorienter facilement les questions intéressées dans ces fameux diners en ville. Et si l'on veut corser l'épreuve, il suffit d'évoquer Clotaire II dont la notoriété reste confidentielle ou encore Nicolas de Lamare qui n'est pas davantage connu. Sait-on quand est née la police nationale, et quelles conséquences a eu cette naissance sur le statut des commissaires de police? Et pour finir, les commissaires de police français sont-ils seuls au monde à porter ce titre? Cet ouvrage a donc une ambition affichée. Ce qui suit permettra peut-être au lecteur de se faire une idée plus précise de ce métier, des fonctions qui y sont attachées, de ses contraintes et des contreparties de celles-ci. Il en est de même de son avenir qui se dessine à travers les textes réglementaires qui le régissent, comme de beaucoup d'autres questions restées trop longtemps sans réponse. Chapitre 1 des origines du corps et des fonctions à l'époque actuelle. Pour qui ne connaît que l'organisation actuelle de la police nationale, il est difficile d'imaginer l'origine des fonctions de commissaire de police et ainsi que celle du corps de ces fonctionnaires si particuliers. L'histoire de France permet de retrouver leurs traces et de suivre leur évolution à travers les siècles, grâce au traité de la police de Nicolas de Lamare. 1 de Clotaire II à Louis XVI. Nicolas de Lamare écrit en préambule que ne pouvoir représenter un premier édit de création EFT la première preuve de l'antiquité d'un office dans l'EFTA, fait long l'opinion de celui de nos jurisconsultes qui a le plus approfondi cette matière. Nous avons voulu fâche de cet office établi dans les T3 plus célèbres républiques de l'Antiquité, esperluette que les Romains l'avoient fait paffeur avec leur domination et leurs lois dans les Gaules. En effet, descendants de l'époque Feim UFE qui avoue notre monarchie, autant qui l'ont suivi de plus près, esperluette ou nos rois ayant affermi leur autorité, commenceront d'ajouter de nouvelles lois aux anciennes. Nous y trouvons ces officiers en exercice, esperluette en pof et fion du même titre et des mêmes fonctions qui compoffent encore aujourd'hui leur employ. Les capitulaires de nos premiers rois commencent par un édit de Childebert Ier, de l'an 554 environ 40 fixant après que les Gaules et trouveront entièrement Foumif à la domination des François. Il en y a 5 autres qui suivant furent différentes matières, mais le premier de tous qui fait mention de quelques officiers esperluette qui vient ensuite, EFT un édit de Clotaire II donné à Paris le 17 octobre l'an 615 furent la remontrance des pairs du 5e concile de cette capitale. Les fonctions de commissaire de police sont donc datées. Elles remontent à cet édit de Clotaire II daté du 17 octobre 615. Les missions confiées aux discussors sont principalement de veiller à l'application des lois et ordonnances transmises par les comtes. Érigés en commissaires enquêteurs, ils doivent faire en sorte avec le fécourt du ciel de conserver une paix et tranquillité perpétuelle dans tout le royaume, y maintenir le bon ordre et la discipline publique, esperluette corriger très sévèrement toutes les fautes, les insolences et les rébellions de ceux qui entreprennent droit de la trouble par leur malice. Cela signifie notamment qu'ils doivent veiller au respect de ce que l'on nommera plus tard l'ordre public, la tranquillité publique et la sécurité publique. Ils recherchent les auteurs de crimes et les arrêtent après avoir réuni les preuves de leur forfait, et les avoir interrogés afin qu'ils soient corrigés ou punis. Pour ce faire, ils disposent de pouvoirs étendus qui leur permettent d'arrêter, interroger et garder à leur disposition ceux qui défient la loi. Ils peuvent également recenser les étrangers qui arrivoient dans leur département, terme déjà employé à l'époque, et ne leur permettre de séjourner sur le territoire où ils exercent leur ministère que le temps permis par la loi. Ils ont la capacité d'empêcher le port des armes interdites. Ils ont enfin la charge d'organiser et appliquer la police des marchés, inspecter le commerce et les arts et métiers, pour y faire observer l'ordre et la discipline établis par les ordonnances et les règlements. Enfin, en l'absence des comptes, les discussors les suppléent et les représentent dans toutes leurs fonctions. Ils tiennent même audience au nom du comte, mais ils ne connaissent que les causes pures personnelles, esperluette jusqu'à une certaine forme seulement. Il convient de retenir que le service de la justice est rendu avec l'assistance de conseillers. Ces conseillers appelés scabini ou rachimbourg, au nombre de 7 ou 12, n'assistent qu'au jugement des affaires selon l'importance des causes.
Nicolas de la Mare révèle que ainsi voilà fou la première et la féconde branche de nos rois, ces deux fortes d'affaires des magistrats que nous avons vus dans les plus célèbres républiques de l'Antiquité. Les uns pour les représenter dans leurs fonctions, esperluètent les autres pour le conseil seulement. À cette époque passée succède une période agitée en France. De l'an 922 jusqu'au règne de Philippe Auguste, 1179 à 1223, cette période voit l'administration de la justice fort négligée, et son organisation laissée aux juges établis par les seigneurs. Cela se fait arbitrairement et dans le désordre selon la volonté des seigneurs, ou en fonction de leurs intérêts. Les magistrats à l'origine de ces changements étaient choisis pour leur attachement et leur dévouement aux seigneurs qui les nommaient. Dans leurs fonctions, ils se passent de tous les principaux officiers qui avaient été anciennement établis par les ordonnances royales. Ce n'est que dans les villes royales et celles données aux princes de sang royal que l'usage des commissaires examinateurs et des conseillers est conservé. Le vocable d'enquêteur inquisitores se retrouve sous le règne de Saint-Louis. Nicolas de la Mare rapporte les écrits de Guillaume de Nangis, qui cite l'exemple de l'envoi dans les provinces des enquêteurs pour maintenir son autorité et corriger les abus qui y auraient été commis. Il rapporte également que le nom de commissari se retrouve pour la première fois dans une ordonnance de Saint-Louis de 1254. Il ajoute depuis ce thème ce nom de commifère, AE accent aigu FTE accent aigu fort en usage parmi nous, l'on sent EFT servi comme nous l'avons déjà vu, dans le même sens que les Romains employaient curator. Il indique aussi le mode de recrutement de ces commissaires en précisant que les ordonnances qui ont établi la forme de leur élection, nomination à la tête de leur charge, tant que les offices ont EFTE accent aigu électif en France, les édits qui ont augmenté leur nombre ou réglé leurs compétences de thèmes en thèmes font autant de preuves de cette vérité. Il ajoute que toutes les distinctions de qualité, selon la différence des affaires contentieuses ou de police, furent enfin abolies sous le règne de François I, lequel augmente leur nombre à Paris de 16 à 32, édit du 4 février 1521 et donne le titre de commissaire aux anciens comme aux nouveaux. Henri III, dans un édit de juin 1586, confirme la chose et porte leur nombre à 40. Il crée aussi 4 charges de commissaires examinateurs dans les villes où un parlement est établi, 2 au siège préfidiaux, et 1 en tous les bailliages, sénéchaussée et prévôté royal avec les mêmes fonctions et pouvoirs de police que ceux du Châtelet de Paris. Nicolas de la Mare observe avec ironie que ces officiers ont depuis continué d'y ajouter les anciens titres d'enquêteur et examinateur. Ce n'est que pour en conserver la mémoire, esperluette en fortifier toujours de plus en plus les preuves de leur antiquité, et rapporte avec force détail les péripéties qui ont entouré la fixation du nombre des charges de commissaires au Châtelet entre le règne de Saint-Louis et celui de François. Louis XIII établit, par un édit du mois de juin 1622, dans le ressort des parlements de Toulouse, Bordeaux et Aix, des charges de commissaires aux inventaires avec les mêmes qualités que les commissaires du Châtelet. Par un édit du mois de décembre 1635, ce roi crée également 21 charges de commissaires au Châtelet, pour obtenir 60 commissaires. Cette création est ramenée au nombre de 9 par lettre patente du mois de juillet 1638 et ainsi, la compagnie des commissaires au Châtelet compte 48 charges. Les charges de commissaires examinateurs connaissent une forme de déclin, y compris s'agissant de leur prestige et des revenus qu'elles étaient censées procurer à leurs détenteurs, en raison des guerres civiles qui occasionnent désordre et calamités, source d'affaiblissement du pouvoir royal. Ce déclin et ses conséquences en ce qui concerne la sécurité du royaume conduisent Louis XIV, par lettre patente de juin 1668, à rétablir les commissaires dans leurs anciennes prérogatives. Auparavant, il institue en 1667 l'office de lieutenant général de police par un édit royal à la tête duquel il place Nicolas de la Reynie, et par un édit de février 1674 il réunit l'office de lieutenant général de police nouvellement créé à l'ancien ainsi que 19 commissaires incorporés à ceux déjà existants, et qui sont répartis dans les 2 sièges de la prévôté de Paris. Il les réduit à 7 dès le 23 avril 1674, et ordonne que les 55 charges composent un seul corps placé sous l'autorité du lieutenant général de police. Il faut noter également que Louis XIV, par un édit de novembre 1699,
crée des commissaires de police dans toutes les principales villes de France. Ces commissaires de police ont les mêmes fonctions de police que les commissaires du Châtelet. L'on remarque néanmoins qu'ils suppriment, par un édit de mars 1702, les offices de commissaires aux inventaires créés en 1622. À Paris, les commissaires sont répartis à la tête des 16 quartiers de la ville dans lesquels ils exercent leurs fonctions. Nicolas de la Mare détaille ces fonctions longuement et précisément dans son traité, en n'oubliant pas les évolutions qu'elles ont connues au cours des âges. La création de la lieutenance de police de Paris est souvent citée pour évoquer la naissance d'un corps de commissaires de police appelé à évoluer radicalement quelques décennies plus tard. L'on peut constater toutefois que la constitution de ce corps sous l'Ancien Régime a été plus complexe et plus riche d'événements qui ne manquent pas de résonner en multiples échos aujourd'hui. 2. De la Révolution française au régime de Vichy. La Révolution française va profondément modifier l'édifice existant. Les révolutionnaires décident que la lieutenance de police doit être assurée par le maire à Paris. Une loi du 27 juin 1790 établit 48 commissaires de police à la tête de chaque section assistés par 16 commissaires de section. Les commissaires de police sont placés sous les ordres directs du maire. Le statut des commissaires est abrogé par le décret du 21 au 29 septembre 1791. Le principe de la charge est abandonné au profit de celui de l'élection. Ce texte dispose dans son article 1er que le corps législatif fera nommer des commissaires de police dans toutes les villes du royaume, où cela sera jugé nécessaire, après avis de l'administration du département. Dans son article 4, il affirme qu'ils seront élus pour 2 ans et qu'ils seront rééligibles. À Paris, les fonctions et attributions des commissaires de police ne changeront pas pour l'essentiel, à l'exception des successions qui leur seront retirées. Ce système sera étendu aux villes de province en fonction des nécessités et au fur et à mesure du remaniement territorial, notamment la naissance des départements, provoquée par la Révolution. L'élection des commissaires de police est abandonnée dès 1795, et il est décidé en 1796 l'installation de commissaires dans les villes de plus de 5000 habitants. L'Empire va changer fondamentalement le statut du commissaire de police. Reprenant les dispositions prises sous la Révolution, il est décidé que le gouvernement nomme un commissaire de police dans les villes de plus de 5000 habitants, et qu'il est placé sous l'autorité du préfet ou du sous-préfet. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, un commissaire supplémentaire est nommé par tranche de 10 000 habitants. Un commissaire général est nommé dans les villes sensibles et dans les villes comptant plus de 100 000 habitants. Dans le même temps, la préfecture de police de Paris voit le jour sur les bases de la lieutenance générale de police. Puis, par un décret impérial daté du 25 mars 1811, sont créés les commissaires spéciaux dont la mission est de surveiller l'opinion publique. Ce texte commande à cette nouvelle catégorie de commissaires de police de surveiller l'esprit public des habitants, les opérations de commerce et celles de la conscription, le service des douanes, le mouvement des ports, la ligne des côtes et des frontières, les communications avec l'étranger, les subsistances, la librairie, l'instruction publique, les associations politiques et religieuses et en général, toutes les parties de l'administration et des services publics. La Restauration réforme ce statut en plaçant les commissaires de police sous l'autorité des maires, tout en conservant leur nomination par le pouvoir royal. Elle préserve la préfecture de police à Paris et supprime la police spéciale. Cependant, des commissaires sont maintenus notamment dans les villes frontières. De plus et postérieurement, une ordonnance royale des 15 et 21 novembre 1846 ordonne la création de commissaires spéciaux des chemins de fer. Cette ordonnance restera lettre morte et c'est la loi du 27 février 1850 qui institue un corps de commissaires des chemins de fer rattachés au ministère des Travaux publics qui vont, quant à eux, écrire les premières pages de l'histoire de ce qui sera la surveillance générale, SUGE du réseau SNCF au XXe siècle. En effet, ces commissaires spéciaux des chemins de fer reçoivent des missions de surveillance du réseau et de protection des marchandises comme des installations des compagnies de chemins de fer qui émergent même s'ils sont dotés des pouvoirs d'officiers de police judiciaire. À noter que ces créations successives sous l'Empire et la Restauration préfigurent la création des renseignements généraux, RG, et de la police aux frontières, PAF, du siècle suivant.
Il sera retenu également que Georges Clemenceau et Célestin Aignon organiseront enfin, entre 1907 et 1913, sous l'autorité d'une direction de la Sûreté générale, deux structures dédiées à des missions spéciales, appelées aujourd'hui spécialisées, de police administrative et de police judiciaire. La première, dénommée Contrôle général des services de police administrative, est chargée de coordonner l'action des policiers spéciaux des départements. La seconde, dédiée à une mission de police judiciaire, est appelée Contrôle général de police judiciaire et coordonne l'action des brigades mobiles, les brigades du Tigre et futurs services régionaux de police judiciaire, dans le domaine judiciaire. Les commissaires de police affectés dans ces services ont un statut de fonctionnaire de l'État qui les rémunère et sont gérés par leur direction, ce qui les distingue de leurs collègues municipaux. Le principe des polices municipales est conservé par le Second Empire, et c'est la Troisième République qui modifie à nouveau le statut des commissaires de police. Elle décide que, dans les villes de plus de 5 000 et jusqu'à 40 000 habitants, le commissaire de police placé toujours sous l'autorité du maire est nommé et administré par la direction de la Sûreté générale du ministère de l'Intérieur. Il est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique. Le préfet assure, quant à lui, le contrôle de l'activité déployée et peut se substituer au maire si ce dernier est négligent. Il détient également le pouvoir d'agréer les personnels de la police municipale, que lui seul a le pouvoir de révoquer. Dans les villes de plus de 40 000 habitants, la police municipale est organisée par l'exécutif central. La loi de 1884 sur l'élection des maires n'est pas sans conséquence sur la gestion des commissaires de police affectés dans les villes dotées d'une police municipale. En effet, bien que nommés par le ministère de l'Intérieur, ces commissaires de police sont rémunérés par l'administration municipale dirigée par un maire élu. Cette évolution explique pour partie l'étatisation future des polices municipales. En effet, il faut noter qu'un mouvement important d'étatisation des polices municipales commençait à Marseille, 1908, et qui sera conclu par L'. L'étatisation des 161 communes de la Seine-et-Oise et 19 communes de la Seine-et-Marne, 1935, en passant par Toulon et la Seine-sur-Mer, 1918, Nice, 1920, Strasbourg, Mulhouse et Metz, 1925, ainsi qu'U', Alger, 1930, Constantine et Beaune, 1936, rendu inévitable par les insuffisances en matière de maintien de l'ordre public lors de manifestations de masse et les travers, inefficacité et corruption de la municipalisation précipitera le déclin des polices municipales et préfigurera une évolution future du statut des commissaires de police territoriaux de sécurité publique. Ce statut des commissaires de police chargés de la police générale sur le territoire national, qui deviendront les commissaires de police de sécurité publique, ne changera plus jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les commissaires de police de la préfecture de police de Paris sont, quant à eux, placés sous l'autorité du préfet de police de Paris. C'est l'État français du maréchal Pétain qui va définitivement mettre un terme à la municipalisation de la sécurité publique, en créant la police d'État avec la loi du 23 avril 1941. Vichy fixe à 10 000 habitants le niveau de population à partir duquel la police est placée sous la responsabilité de l'État. Il crée des districts départementaux de police, future direction départementale de sécurité publique, dirigée par un commissaire de police et subdivisée en circonscriptions de police dirigées par un commissaire central ou un commissaire de police selon l'importance de la structure. Enfin, un échelon régional placé sous l'autorité d'un préfet, assisté d'un intendant régional est créé. Un statut de la fonction publique policière est mis en œuvre et instaure le recrutement des commissaires de police par concours ouvert à des licenciés en droit, en lettres, en sciences, etc. Une école nationale supérieure de la police, ENSP, est créée à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or près de Lyon destinée à leur formation quelle que soit leur affectation à l'exception de ceux de la préfecture de police de Paris. Les commissaires de police de la préfecture de police, se trouvant en zone occupée, ne seront pas concernés par la réforme de Vichy et garderont leur spécificité dans l'édifice qui se construit. À Paris, la carrière de commissaire de police commence par le grade de commissaire adjoint, grade qui n'a existé qu'à la préfecture de police, et la formation de ces commissaires est assurée au centre Beaujon situé dans la rue du Faubourg Saint-Honoré dans les locaux de l'école du gardien de la paix.
3. De la Libération à nos jours. La loi numéro 66A492 du 9 juillet 1966 voulue par le général de Gaulle, président de la République, à la suite de l'affaire Ben Barka va regrouper les personnels de direction et les commissaires de police de la Sûreté nationale et ceux de la préfecture de police de sorte que le recrutement des commissaires de police sera unifié et leur formation sera assurée à l'ENSP. Une direction générale de la police nationale, DGPN, succédera en 1969 à la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, émanation de la Direction de la Sûreté générale qui avait connu de nombreuses vicissitudes durant le XIXe siècle et la Troisième République. Cette DGPN sera désormais l'échelon central et unique de la gestion du corps des commissaires de police, y compris pour la préfecture de police de Paris. La loi numéro 95A73 du 21 janvier 1995, dite loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité ou plus communément LOPS, va créer le corps de conception et de direction, nouvelle dénomination du corps des commissaires de police. Cette loi réforme l'architecture des corps de la police nationale en supprimant celui des inspecteurs de police et celui des officiers de paix pour n'en faire qu'un seul, celui des officiers de police. Les conséquences de cette modernisation seront nombreuses comme cela sera vu dans les chapitres suivants consacrés au statut actuel et au syndicalisme dans la police nationale. Ainsi depuis l'époque de Clotaire II, les commissaires de police auront connu de nombreux statuts et quelques modes de recrutement étonnants. Qui pourrait imaginer en effet aujourd'hui, avec l'image actuelle du commissaire de police véhiculée par une littérature abondante et une filmographie qui ne l'est pas moins, que ce dernier devait acheter sa charge sous l'Ancien Régime. Nicolas Delamarre acheta la sienne après avoir revendu sa charge de procureur au Châtelet, et assuré des missions inventaires qui relèvent maintenant d'un autre ministère? Qui sait que le commissaire de police devait se faire élire sous la Révolution, qu'il était recruté sur des critères spécieux par le préfet Lépine, avant que celui-ci et ses successeurs imposent une modernisation de son recrutement comme de sa formation? Ensuite qui, parmi ceux qui rêvent de réformes modernes, se souvient que le commissaire de police était placé sous la tutelle du maire lorsqu'il était affecté dans une ville de plus de 5000 habitants sous la Révolution puis de plus de 10 000 à partir de 1941? Enfin, l'on s'étonnera peut-être encore qu'il ait fallu attendre 1966 pour que le corps des commissaires de police devienne un corps unique qui sera baptisé corps de conception et de direction par la loi du 21 janvier 1995. C'est pourquoi, pour mieux appréhender son statut actuel, il faut connaître et garder à l'esprit les évolutions, parfois cocasses, de ce corps qui a traversé les âges. Chapitre 2 – Le cadre statutaire. Le corps des commissaires de police est un corps de fonctionnaires de la fonction publique de l'État. Les fonctions assumées par les membres de ce corps sont des fonctions particulières au service de missions qui sont spécifiques. Les textes législatifs et réglementaires concernant les commissaires de police sont par ordre d'importance. Le statut général des fonctionnaires. Le statut spécial des corps actifs de la police nationale. Le statut particulier du corps de conception et de direction. S'agissant de tous ces textes, il convient de noter dans l'ordre chronologique la loi numéro 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut des fonctionnaires. La loi numéro 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de la police. La loi numéro 66A492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale. La loi numéro 83A634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. La loi numéro 84A16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. La loi numéro 95A73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Le décret numéro 79A63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police de Paris. Le décret numéro 84A961 du 27 novembre 1984
en application de la loi du 11 janvier 1984. Le décret numéro 86 à 592 du 18 mars 1986 portant Code de déontologie de la police nationale. Le décret numéro 94 à 874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics modifié par le décret numéro 2003 à 1307 du 26 décembre 2003. Le décret numéro 95 à 654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret 97 à 640 du 31 mai 1997. Le décret numéro 2002 à 682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'État, modifié par le décret 2004 à 1193 du 9 novembre 2004. Le décret numéro 2005 à 939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction. Le décret numéro 2007 à 315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale. Le décret numéro 2016 à 808 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration du grade de commissaire général de police. L'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. Le Code de la sécurité intérieure, CSI, ne fait que rassembler ces textes et quelques dispositions disparates dans ses nombreuses parties. Afin de mieux appréhender les spécificités du corps des commissaires de police, le statut général des fonctionnaires sera évoqué en premier d'une façon globale, pour mettre en lumière les dispositions du statut spécial des corps actifs de la police nationale dont le corps des commissaires de police fait partie. Le statut particulier de ce corps sera étudié en dernier. 1. Le statut général de la fonction publique. Le statut général contient les principes essentiels et communs à toutes les catégories de fonctionnaires. Droit de grève, égalité de traitement, droit syndical, garantie en cas de poursuite disciplinaire, liberté d'opinion et neutralité, participation des fonctionnaires à titre consultatif à la gestion du statut grâce à des organismes paritaires et quelques autres principes qui seront énoncés sommairement. Il a été créé par la loi numéro 46-2294 du 19 octobre 1946 et résulte aujourd'hui des lois, modifiées, numéro 83 à 634 du 13 juillet 1983 et numéro 84 à 16 du 11 janvier 1984 aux dispositions desquelles sont soumis les commissaires de police à L', exception de celles qui sont visées expressément par le statut spécial des personnels de la police, initié par la loi du 28 septembre 1948 abordée plus loin. A. Les libertés et droits des fonctionnaires. Liberté d'opinion, de religion, d'orientation sexuelle, etc. Égalité entre les sexes tout en autorisant des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes, si le sexe est une condition déterminante des fonctions, etc. Protection contre le harcèlement moral, sexuel ou professionnel, etc. Égalité de traitement des travailleurs handicapés. Liberté de se présenter à des élections politiques, syndicales et au Conseil économique et social, etc. Liberté syndicale ainsi que son corollaire, le paritarisme. Protection juridique et matérielle de l'employeur public, État, collectivité publique ou hospitalière, à l'occasion de poursuites initiées par la justice, un tiers, une personne morale, etc. Protection statutaire grâce à une procédure disciplinaire encadrée, avec des sanctions hiérarchisées dans une échelle, et contradictoires en cas de manquement ou de faute, etc. B. Les principes qui régissent le recrutement et la carrière. Le grade qui détermine le degré d'avancement d'un fonctionnaire dans sa carrière est distinct de l'emploi qui désigne le poste dans lequel le fonctionnaire est affecté. Un statut particulier par corps et cadre d'emploi. Des passerelles et équivalences de corps et de grades entre les trois fonctions publiques. Le bénéfice de positions administratives telles que la mise à disposition, le détachement ou la disponibilité. Le recrutement par concours. L'évaluation,
Notation des fonctionnaires sauf lorsque le statut particulier du corps auquel appartient le fonctionnaire ne le prévoit pas. L'action disciplinaire confiée à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le service fait ouvrant droit à rémunération. Le droit à des congés annuels, de maladie, de maternité et liés aux charges parentales, de formation professionnelle, etc. Le droit à une formation professionnelle. Le droit à des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique des fonctionnaires, etc. C'est les obligations. Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle à leur emploi. Ils ne peuvent exercer une activité privée lucrative sauf à satisfaire à des conditions particulières. Ils sont assujettis au respect du secret professionnel. Ils obéissent à un devoir de réserve. Ils observent un comportement respectueux de la neutralité et de l'impartialité de l'État. Ils engagent leurs responsabilités au regard des tâches confiées, sauf dans les cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Ils sont soumis à l'obligation de répondre disciplinairement de leurs fautes, etc. Ce statut s'applique aux commissaires de police même si le statut spécial des personnels de police de 1948, étudié ci-après, les prive d'un certain nombre de droits et ajoute des obligations auxquelles ils doivent se plier. Il n'en reste pas moins que pour les grands principes tels que la discipline, les droits sociaux et d'autres droits, ils bénéficient des mêmes garanties que les autres fonctionnaires. 2. Le statut spécial des personnels de police. Il est défini par la loi 48-1504 du 28 septembre 1948 dont le texte, que nous reproduisons intégralement ici, est un modèle de concision. Article 1. En raison du caractère particulier de leurs fonctions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels de police constituent, dans la fonction publique, une catégorie spéciale. Par application de l'article 2 de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, les corps de police sont dotés de statuts spéciaux. Le statut des personnels de la Sûreté nationale sera établi dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi susvisée du 19 octobre 1946. En ce qui concerne les personnels de la préfecture de police, non soumis au statut général des fonctionnaires, le statut, établi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, sera approuvé par règlement d'administration publique. Article 2. L'exercice du droit syndical est reconnu au personnel de police dans les conditions prévues par la Constitution et par l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946. Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisé pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires. Article 3. Les personnels visés à l'article 1er de la présente loi sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement. Ces indices sont arrêtés par décret pris en Conseil des ministres dans les limites générales fixées pour l'ensemble des fonctionnaires. Article 4. Des indemnités exceptionnelles pourront, dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année à cette fin, être allouées au personnel de police en raison de la nature particulière de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Tels sont les droits spéciaux et obligations spéciales des fonctionnaires de police assujettis au statut spécial. Les conséquences à en tirer sur le plan pratique sont importantes et qualifient le caractère dérogatoire du droit commun de ce statut. Les policiers sont des fonctionnaires de l'État soumis au statut général des fonctionnaires, loi de 1946. Comme il a été rappelé plus haut, ils bénéficient des dispositions générales de ce statut. Mais il est important de noter que cet article 1 constate l'obligation de doter les personnels de police d'un statut spécial. Cette loi dispose, dans ce premier article, que les personnels de police doivent assurer des missions dont le caractère est particulier et qu'ils assument des responsabilités exceptionnelles. À cause de cela, ils constituent une catégorie spéciale de fonctionnaires pour laquelle il convient de définir des règles spéciales qui dérogent, dans leur domaine d'application et pour certaines dispositions, à celle du statut général de la fonction publique.
En revanche, les concepteurs de cette loi ont évité d'utiliser l'expression statut spécial dans la rédaction de cet article 1. Les textes postérieurs lèveront cette relative ambiguïté en posant le principe que puisque les personnels de police constituent une catégorie spéciale de fonctionnaires, ils sont soumis à un statut spécial dérogatoire pour certaines de ces dispositions au statut général de la fonction publique. D'autant que chaque corps de policiers, commissaire de police, officier de paix, inspecteur de police, gradé et gardien de la paix, enquêteur de police, puis à partir de 1995, commissaire de police, officier de police et gradé et gardien de la paix, est doté d'un statut particulier. Il n'en reste pas moins que la loi du 28 septembre 1948 porte originellement le statut spécial des corps actifs de la police nationale, et la loi du 21 janvier 1995, dite LOPS, reprendra ses principales dispositions en des termes voisins mais en explicitant le principe fondamental. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. Deux règles extrêmement importantes sont posées dans l'article 2. Le droit de se syndiquer est reconnu au personnel de police dans les conditions prévues par la Constitution et par le statut général des fonctionnaires, mais il leur est interdit toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisé, au risque de sanctions infligées sans considération des garanties disciplinaires consacrées par le statut général des fonctionnaires. Ces deux règles méritent un examen spécifique au regard de leur signification pratique et de l'application qui en a été faite. A. La restriction des droits. 1. Le droit syndical. S'agissant du droit syndical, il faut rappeler qu'il a été longtemps refusé aux fonctionnaires, toutes catégories confondues, et qu'il leur a été attribué par la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires qui ne concernait que les fonctionnaires de l'État. Cette loi de 1946 ne faisait qu'entériner un état de fait qui s'était construit durant les décennies précédentes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.